Aujourd'hui, j'ai envoyé des messagers à travers tout le pays. Dans chaque ville, dans chaque village, ils emportent ce décret. J'impose à l'Égypte une tâche qui serait impossible dans tout autre pays au monde. Sur les sables du désert, vous bâtirez une pyramide. Ce sera un édifice plus grand que tout autre sur la surface de la Terre. Cette pyramide sera mon lieu de repos pour ma vie future. Chacun de vous est lié à moi par un pacte. Qu'il travaille comme jamais homme n'a travaillé. Et moi, le Dieu vivant de l'Égypte, je vous fais une promesse. Cette promesse, c'est que chaque homme, par son travail, s'assurera dans sa seconde vie une demeure pour lui-même. Acceptez-vous? D'un seul cœur, le peuple répondait à l'appel de Pharaon. Il arrivait des fermes et des oasis, des vallées et des montagnes. Il abandonnait son existence habituelle et se mettait en route vers la tâche sacrée. Et il chantait des chants de foi et d'allégresse. La véritable remise en question à venir ne consistera pas à démontrer l'existence des civilisations anciennes, autrefois appelées civilisations antédiluviennes. D'abord, il faut comprendre que cette vision alternative de l'histoire n'a rien de nouveau. Portée par Blavatsky et sa société théosophique, puis par Edgar Cayce, et puis plus près de nous par Charroux, Daniken et tant d'autres, l'idée des civilisations disparues est née au cours du XIXe siècle, dans le giron de la seconde Renaissance, et en même temps que la fantastique évolution de Darwin, avec son cortège de découvertes annexes qui sont la préhistoire, les dinosaures et tant d'autres disciplines de la nouvelle science officielle qui allait être imposée à l'humanité. Tout comme la préhistoire a été inscrite dans les textes de Lucrèce, l'idée alternative des civilisations disparues était déjà présente en germination dès le début de ce cycle de 1000 ans, notamment dans le Chrysias et le Timée de Platon. Donc il faut comprendre que cette thèse de l'Atlantide, ou encore la thèse de Mu, ont toujours été favorisées et contrôlées en sous-main par les mêmes sociétés secrètes qui défendaient parallèlement les nouveaux paradigmes officiels. À noter d'ailleurs que ces différentes sociétés secrètes, quelle que soit leur attribution et sensibilité, se regroupent toujours autour d'une seule entité qui, justement, a pour emblème une pyramide tronquée avec son œil lové au centre d'un pyramidion détaché de sa base, c'est-à-dire détaché du vulgaire. Quoi qu'il en soit, cette thèse alternative dite antédiluvienne, cousine illégitime de la thèse de la préhistoire, car elle aussi est par nature antédiluvienne. Il n'y a qu'à se souvenir du titre du livre fondateur de Jacques Boucher de Perthes, Antiquité celtique et antédiluvienne, pour comprendre d'ailleurs bien des choses au sujet de certains courants alternatifs qui perdurent aujourd'hui. Cette thèse alternative, donc, était en fait destinée à tenir occupés les moutons récalcitrants, les chercheurs de vérité, qui n'allaient évidemment pas se satisfaire d'une simple préhistoire. Donc elle servait, et elle sert toujours, à les détourner le plus longtemps possible de la vérité, jusqu'à ce que le scénario de ce cycle de 1000 ans soit enfin accompli. Le but, pour ceux qui, dans les coulisses, tiennent les ficelles, a toujours été à l'époque d'en finir avec la chronologie biblique et d'asseoir à travers toute la planète le nouvel esprit des Lumières, indispensable aux futures étapes de l'agenda de ce monde d'illusions, dont l'aboutissement prévu de longue date est l'instauration du tant attendu nouvel ordre mondial qui marquera le point final de notre histoire.
L'existence des civilisations disparues s'inscrit donc dans le prolongement de l'idée d'une histoire humaine longue. Et en fait, aujourd'hui, quasi tout le monde y adhère, sauf peut-être quelques moutons vraiment obtus. Donc loin d'être une nouvelle vision du monde, c'est juste aujourd'hui une vision qui est assez mûre pour devenir la vision à la mode, même auprès des moutons endormis. Bref, non, la vraie remise en question, c'est de comprendre que ces deux branches cousines, l'histoire officielle d'un côté et l'histoire antédiluvienne, qui semblent s'opposer et se contredire, sont en réalité des créations fictives, des mensonges, alimentés au fil des siècles par des découvertes toujours plus nombreuses et toujours plus spectaculaires, qui sont en réalité autant d'os à ronger. Derrière ces murs se cachent 1 millier de dessins vieux de 36 000 ans. Là, c'est l'entrée de la grotte originelle qui a été aménagée. Au départ, elle partait de là, et elle n'était pas plus grande que ça, l'entrée d'origine. C'est par là qu'on est rentré. C'est la magie de la spéléologie. Les fouilles qui ne mènent à rien, les galères et parfois un miracle. La découverte comme celle-là fait partie, c'est vrai, aujourd'hui, elle est entrée dans l'histoire, mais on ne s'attend pas sur un petit boyau comme ça qui paraît insignifiant, un léger courant d'air. C'était pas des indices à 100%. Et en fait, ça s'est terminé par une très belle découverte. Au départ, on ne sait jamais ce qui nous attend, bien sûr. Et là, le hasard a voulu qu'on tombe là-dessus. Mais déjà, on était très contents d'arriver dans la première salle. On n'avait pas encore vu les peintures. On était tout neuf, ça brillait partout, c'était grand. Déjà, c'était déjà top, comme on dit. Il y avait des traces de pattes d'ours, il y avait des crânes, il y avait des ossements partout. On avait des petites lampes, on n'avait pas beaucoup d'éclairage en fait. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Des mammouths, des ours, des rhinocéros. Ça a impressionné le rhinocéros. On ne connaissait pas dans les gorges d'Ardèche jusque-là. Donc il n'avait jamais été représenté. Jamais. Pour protéger son équilibre fragile, la grotte est fermée au public. Mais une réplique accueille les visiteurs depuis 2015. 2 ans de travaux et 55 millions d'euros ont été nécessaires pour sa construction. Les décors ont été reproduits avec rigueur et souci du détail. Les artistes actuels ayant même utilisé des matériaux et techniques préhistoriques. On a affaire à des gens qui ne sont pas, entre guillemets, des amateurs. Il y a des reliefs qui sont utilisés de façon très intelligente. Il y a un effort réel de composition, donc un effort réel de mise en espace qui est la caractéristique donc, de l'art, vraiment. La découverte de la grotte Chauvet, par son ancienneté et la richesse de ses représentations, a bouleversé les connaissances scientifiques sur l'art pariétal, beaucoup plus élaboré que l'on ne pensait. Ce qui rend cette scène aussi intense, c'est justement cette tension, à la fois dans le regard, dans le trait d'expression de ces gueules de lion. On a vraiment quelque chose de cinématographique, comme si on a une logique de mouvement. Ce qui nous manque peut-être, c'est la visite à la lueur près d'une flamme, du coup donc une lumière intermittente qui joue avec les ombres, avec les formes, les creux, les bosses de la paroi et qui vont révéler, du coup vraiment révéler le mouvement de l'animal. De nombreux visiteurs sont venus en Ardèche spécialement pour découvrir la caverne. La culture est devenue aussi un élément d'attractivité du territoire, mais surtout un élément de développement économique. L'espace de restitution a accueilli 600 000 visiteurs pour sa première année d'ouverture. Une fréquentation bien au-delà des prévisions. C'est un succès absolument considérable. C'est un chiffre d'affaires à peu près 10 millions d'euros qui a lui aussi un effet démultiplicateur sur le territoire. C'est-à-dire que la caverne du Pont d'Arc sur le territoire, c'est 60 millions d'euros en plus. Milan Hubl, l'historien tchèque, disait ceci: pour liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire, puis quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture et leur invente une autre histoire.
Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était, et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. Je pense qu'il nous est arrivé exactement la même chose. Les gardiens de la simulation nous ont inventé une histoire et l'ont écrite et modelée à mesure que le besoin s'en faisait sentir. La seule différence réside dans le fait qu'ils n'ont même pas eu besoin d'effacer notre histoire, puisque d'histoire réelle, avant ce cycle de 1000 ans, nous n'en avons peut-être jamais eu. Mes amis chercheurs de vérité veulent encore croire absolument à ces civilisations antédiluviennes. Et ils contribuent, sans le savoir, par aveuglement ou par besoin de rêver, simplement, parfois aussi par intérêt, à induire des centaines de milliers de moutons récalcitrants dans l'erreur, ou l'impasse et le piège où veulent justement les conduire les sociétés secrètes. Des géologues ont découvert que le sphinx a été lavé par des pluies incessantes pendant des siècles. Or, ces averses n'ont pu survenir que des milliers d'années avant le règne des pharaons. Est-ce à dire que le sphinx a été bâti bien avant l'aube de la civilisation? L'enjeu ici, c'est toute l'histoire de la civilisation. Il n'y a peut-être pas eu un déroulement linéaire de l'homme des cavernes débile à nous autres très intelligents avec nos bombes atomiques et notre dentifrice au fluor. Parfois, des faits nouveaux viennent bouleverser les théories dominantes. C'est sur ces faits que nous allons nous pencher aujourd'hui en compagnie de spécialistes qui élaborent de nouvelles théories susceptibles de changer notre regard sur l'histoire de la civilisation tout entière. Ce visage monumental a été sculpté par les Olmecs du Mexique. On pense qu'il y a 2000 ans au bas mot. Les traits sont nettement africains. Pourtant, les Noirs ne sont censés être arrivés en Amérique qu'après Christophe Colomb. Dans un ouvrage intitulé « L'archéologie interdite de l'Atlantide au Sphinx », Colin Wilson rassemble divers éléments indiquant l'existence d'une grande civilisation disparue à une époque antérieure à l'histoire. Ces sociétés secrètes, nous en parlerons le moment venu. Mais j'imagine que vous ne croyez peut-être toujours pas que ce mensonge intégral soit possible. Alors, eh bien, revenons un peu à ce principe du mensonge. Un premier mensonge, le mensonge originel si vous voulez, a orienté le reste des mensonges, et ainsi de suite. Les mensonges, en fait, vont s'accumuler les uns derrière les autres, couche par couche. Et à chaque fois, le menteur, celui qui imagine ces mensonges et qui les présente aux autres, à chaque fois, le menteur doit tenir compte du mensonge précédent, car évidemment, il faut sauver les apparences d'une cohérence. Mais il n'empêche qu'à force de mensonges, il s'éloigne tellement de toute vérité et de toute réalité qu'il lui est impossible de revenir en arrière. Même chose d'ailleurs pour sa victime. Le mensonge qui a été proféré ou qui a été accepté finit par devenir réalité. Il devient la vérité. Eh bien, on peut dire que le mensonge, de ce fait, est devenu le premier pilier de la matrice, car il tient tout le système en place. Le mensonge est imbriqué à l'intérieur de nos sociétés. En fait, il s'est infiltré dans nos vies. Il est en nous. Il est dans chacune de nos fibres. Il est même probablement à l'origine de notre existence. Alors, comment voudriez-vous sérieusement que la science que nous avons échafaudée nous-mêmes puisse échapper au mensonge? C'est strictement pas possible, et puis ce serait même totalement illogique. Poursuivons dans notre démonstration avec le domaine archéologique. Il est amusant de voir par exemple que tous les sites archéologiques connaissent plusieurs périodes. Notamment, il y a la saison des fouilles, qui est très intense, et puis les archéologues se retirent, ils referment tout ce qui a été ouvert, et
ils disparaissent du site et reviennent l'année suivante. Que se passe-t-il pendant la saison morte? Et ça explique bien aussi ce qui se passe sous l'eau, qu'en quelques mois, on peut poser un bloc sous l'eau à cet endroit-là, on revient 2 mois après, il s'est déplacé de 2-3 mètres. Hein. Eh bien, imagine, en 2000 ans d'histoire, un bloc qui fait 300-400 kilos, il peut être transporté. Alors ça aussi, ça fait partie des facteurs de difficulté en plus pour trouver les morceaux de statue. Est-ce qu'on ne prépare pas le site pour les trouvailles de la saison suivante? C'est une question que je me suis toujours posée. Les archéologues vous diront que c'est normal. D'abord, il faut qu'ils rentrent chez eux, puis ils doivent étudier ce qu'ils ont découvert et donc passer du temps en laboratoire. Mais moi, ça m'a toujours étonné de considérer qu'il n'y avait pas une deuxième équipe de remplacement qui prenait le relais pour poursuivre les fouilles. Pourquoi laisser pendant plusieurs mois le site à l'abandon, quoi, quasiment? Ben oui, parce qu'en fait, les sites pourraient être fouillés en permanence, non? Je ne sais pas si ça vous paraît pas quelque chose de logique. Ou alors il y a une mainmise d'une équipe qui garderait jalousement ses découvertes pour ne pas qu'elles soient ensuite mises en concurrence avec une autre équipe. Bref. En fait, dans cette grande entreprise du faux, qui est devenue une entreprise à l'échelle industrielle, j'imagine que pour chaque découverte, 2 équipes, voire même 3 équipes, se succèdent. Il y a une première équipe qui est composée d'artistes qui vont concevoir les objets et les présenter dans leur jus. Ce sont, comme je l'ai dit, des artistes pour la plupart. Et puis il y a une seconde équipe qui va positionner les objets sur le site de façon à rendre leur découverte crédible. Et ensuite arrive sur le terrain la 3e équipe, celle des découvreurs. Donc forcément, le scénario archéologique, lui, il va s'enrichir de ces 3 versions, des 3 équipes qui sont totalement indépendantes les unes des autres et qui sont simplement chapeautées et supervisées par une toute petite poignée de savants initiés. C'est comme au cinéma, il y a l'équipe de réalisation et puis il y a l'équipe du montage. Au-dessus de ces 2 équipes, vous avez le réalisateur qui chapeaute et supervise l'ensemble de la création. Prenons l'exemple de la découverte archéologique de sépultures. Vous vous dites, waouh, fabriquer tous ces squelettes, toutes ces momies, etc. Enfin, waouh, Rock, c'est beaucoup trop difficile, ça, c'est pas envisageable. Eh bien, pourtant, vous pouvez être sûr qu'à l'humanité, vraiment, moi j'ai appris ça. Je me suis rendu compte de ça. À l'humanité, rien n'est impossible. Qui peut dire si tout cela ne relève pas tout simplement d'un savoir-faire hérité de génération en génération, transmis de génération en génération, et acquis par une armée d'artistes qui ne sont pas forcément les découvreurs des sites, qui ne sont pas ceux qui vont aller sur le terrain. Tandis que les découvreurs, eux, seraient finalement ce qu'on appelle les idiots utiles de la matrice. Ce savoir-faire pourrait se transmettre de génération en génération entre initiés qui ont leur droit d'accès au secret comme des artistes introduits dans le métier de père en fils et qui bénéficient non seulement du savoir-faire de leur père, mais aussi de tout un réseau. Notez aussi, et cela a son importance, que dans le domaine archéologique, on ne dit pas découvrir un site, on ne parle pas de découverte, mais d'invention. Lorsque quelqu'un découvre un site ou un objet archéologique, on ne dit pas de lui qu'il est le découvreur, mais l'inventeur. Car, comme je vous l'ai déjà dit, tout est clairement présenté. La fable est évidente.
comme lorsqu'on raconte une histoire à un enfant. Mais c'est l'enfant qui veut absolument y croire et qui passe outre l'évidence du conte de fées. Alors, allons-nous continuer de nous comporter comme des enfants en avalant toutes les couleuvres qu'on nous présente? Pas besoin de le présenter, les enfants le connaissent tous. Il a une grosse barbe, il a un chapeau, il est gros. Et depuis le 19e siècle, il porte le même manteau rouge. Bref, il passe à travers toutes les modes sans se démoder, car le Père Noël a un truc, il apporte magie et féerie, surtout, il nourrit l'imaginaire des enfants, dont le rapport à la réalité n'est pas encore formé. Quand les parents leur disent qu'il y a un Père Noël qui va passer par la cheminée et qui va amener les cadeaux, quand ils sont petits, ça pose aucun problème. Ça fait partie de la pensée magique et comme c'est dit par les parents, il n'y a aucun problème là-dessus. Car c'est bien connu, les parents détiennent la vérité universelle, en tout cas jusqu'à un certain âge. Les magasins de jouets l'ont bien compris, qui jouent le jeu à fond. Nous avons des clients qui viennent avec leurs enfants et qui viennent repérer ce que le Père Noël va nous amener. Donc il y a une complicité avec les parents qui se fait autour du Père Noël. Et cela permet aussi bien sûr aux parents de se décharger sur le Père Noël pour donner des cadeaux ou y mettre des limites. Mais pas seulement. Les parents ont d'abord été des enfants. Leur inconscient en conserve pour toujours le souvenir. Comme on sait, nous, psychanalystes, qu'on ne renonce jamais complètement aux croyances, et bien, quand il sera plus grand, si ça s'est bien passé pour lui, si ça n'a pas été un cauchemar, de croire à ça, il le transmettra à ses enfants. Et finalement, pourquoi faire sans, alors que c'est tellement mieux avec le Père Noël? Avec, c'était mieux quand même. Je pense que c'était mieux avant. C'était plus féerique, on va dire. C'était plein de magie et puis ça volait autour de moi. Et vous avez remarqué, pour découvrir des sites archéologiques majeurs, soit ils prennent un enfant, comme par exemple à Altamira, ou alors 4 enfants, comme à Lascaux, soit ils vont mettre en avant le hasard, c'est-à-dire que quelqu'un va aller chercher un ballon, ou encore c'est un chien qui va creuser fortuitement un terrain, ou encore un berger qui va, en cherchant une chèvre, trouver une grotte comme à Qumran. Ces gens ont commencé ce travail en moins 60. Ils se sont installés vers moins 200. Il y a certains rouleaux, dont le plus beau, qui a presque en moins 200, c'est le rouleau d'Ésaïe qui est complet, qui est exposé au musée d'Israël. C'est le plus beau, il est incroyable. Et ce travail qu'ils avaient prophétique de cacher la Torah entière, je vous ai dit, il y a tous les livres sauf Ruth et le livre d'Ezra. On l'a retrouvé dans 11 grottes différentes, la Torah. Et comment ça s'est passé? En 1947, par là, une histoire de grand-mère, un bédouin qui perd une chèvre, qui cherche sa chèvre dans les collines quelque part, qui jette un caillou et qui entend toc. Et il se doute qu'il y a quelque chose. 2000 ans, il y a eu des bédouins, il y a eu des bergers pendant 2000 ans dans les montagnes. Non, là, ça nous attend. Le type, il va, il regarde, il voit une grotte, c'est pas celle-là, celle-là, je crois que c'est la 7e, elle a été trouvée dans les années 52, je crois, 50 quand même. L'autre, en 1947. Il retourne le lendemain avec une échelle et des amis, il trouve les premiers rouleaux, les premiers jarres avec les rouleaux dedans. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un bédouin. Il comprend que c'est quelque chose. C'est un bédouin de Bethléem. Bethléem, c'est pas très loin, de l'autre côté ici. Il retourne, il va à Bethléem, il y a un monsieur qui est un chrétien syriaque, un prêtre syriaque qui est aussi antiquaire un petit peu, qui répare les sandales et tout ça, mais c'est un monsieur qui sait lire beaucoup de langues. Il regarde, il dit « Oh, ça c'est aux Juifs, c'est quelque chose de très précieux ». Et alors, il le referme, et les Bédouins commencent à comprendre que c'est quelque chose qui coûte cher. Il leur vend, et les Bédouins, il leur donne 10 ou 15 $. Rien du tout. Les Bédouins comprennent que c'est quelque chose qui coûte très cher. Ils commencent à rechercher partout. Ils trouvent des autres rouleaux. À cette époque-là, c'est en 1947. Écoutez bien l'histoire, c'est carrément incroyable. Il y a un monsieur qui s'appelle Alexander Tchoukenik.
C'est le père de Yigal Adin, un grand général archéologue de l'armée d'Israël, qui a même participé, qui était le général de la place à Jérusalem, quand il y a eu la libération de Jérusalem en 67. Et lui, son père, c'était un archéologue d'origine russe. Il entend parler de cette histoire. Il va chercher, il va voir, il entend parler que c'est arrivé à Bethléem. Il va visiter le type. Le jour dont je vous ai parlé dans le bus tout à l'heure, le Kaftet Benovander, le 29 novembre 1947, le jour de la déclaration de la création du futur État d'Israël, qu'on appelle le plan de avec le plan de partition et tout, c'est notre jour de la déclaration, c'est pas l'indépendance, mais c'est le jour où on va avoir le droit de créer un État, avec le vote à l'UN. Lui, c'est ce jour-là qu'il vient acheter les rouleaux de la mer Morte. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu, il dit, je ne vous laisserai pas tomber. Ça peut être également, je pense à un cas qui est assez emblématique, celui des sépultures découvertes dans le désert du Sahara. Et là, cette fois-ci, c'est un journaliste qui accompagne les scientifiques. Alors, tandis que les scientifiques cherchent dans le sable où il n'y a rien, à quelques mètres de là, c'est l'innocent qui tombe par hasard sur le jackpot. Un jour de l'an 2000, très loin de leur camp de base, son équipe et lui ont fait halte ici pour chercher des fossiles de dinosaures. Le photographe du magazine National Geographic, Mike Etwer, faisait partie de l'expédition. Il se souvient de cette journée. On est arrivé ici dans nos 4x4, puis on s'est dispersé pour prospecter cette zone. Tout le monde veut faire une belle trouvaille. Moi, je n'avais découvert aucun gros os lors de ce voyage et je voulais vraiment en dénicher un. Je regardais par terre en suivant des fragments d'eau et je prenais des photos. Il s'avère cependant très vite que ces ossements n'appartiennent pas à des dinosaures, mais à des humains. Ensuite, je me suis dirigé vers des collines et j'ai vu un os de jambe attaché à une hanche, puis 2 os de bras, puis des squelettes avec les crânes cisaillés en 2 par le vent. On aurait dit des tasses, mais c'étaient des crânes humains qui avaient été à demi érodés par le sable et le vent. Ils étaient attachés à des vertèbres et même à des squelettes entiers. En avançant encore, j'ai commencé à voir des squelettes très bien conservés. Ensuite, on a rapporté des os et on les a posés sur l'un des 4x4. Et j'ai parlé des squelettes à l'équipe. Paul a compris que c'était important. Toute personne un petit peu critique et objective se dirait que ça paraît tout de même un peu gros, tout ça. Hein, finalement, ça ressemble beaucoup à ce que vous faites, vous, pendant la période de Pâques, pour trouver les œufs au chocolat avec vos enfants. Eh bien, quand il s'agit de nous inventer notre histoire, c'est un peu la même chose. On nous traite comme des enfants. Alors, dans le domaine alternatif, c'est pareil. Ou alors, on va tomber sur un grand secret obtenu par la confidence et la bouche d'un grand sorcier zoulou. On va mettre ces choses-là toujours sur un côté exotique et lointain, parce que finalement, ces choses qui sont un peu ésotériques, un peu mystérieuses, lorsqu'elles sont secondées par de l'exotisme, passent toujours mieux. En réalité, tout ça est toujours qu'une méthode de mensonge qui existe de tout temps et qui a été vraiment mis en place dès la période de la Seconde Renaissance. De fait, c'est comme ça. Mais c'est jamais des touristes dans le désert qui sont là pour méditer, qui trouvent un dinosaure. C'est à chaque fois le chasseur de dinosaures qui va dans le désert et qui trouve presque toujours ce qu'il cherche. Ça sera grâce à son chien, grâce à son enfant, grâce au plus grand des hasards. Mais dites-vous bien qu'à chaque fois, dans les grandes découvertes de la science, quand on vous parle de hasard,
c'est qu'il y a généralement anguille sous roche. Le but, on sait, il y a évidemment l'argent et toute l'économie que ce secteur génère, des milliers d'emplois également. Mais il y a autre chose, il y a ce que l'on veut nous cacher. Le fait que nous vivons dans une matrice d'illusions et de mensonges, dans une simulation 2D que nous percevons comme une réalité 3D avec nos sens. Et qui fait que ce qui est plat peut également paraître rond. Qui fait que seul le présent existe, tandis que le passé disparaît à mesure que le présent avance, comme si le temps s'érodait indéfiniment pour libérer de la mémoire, pour finalement disparaître tous les 1000 ans. Je vais vous raconter maintenant une petite histoire. C'est l'histoire de ce grand chasseur de dinosaures. C'est un chercheur, un scientifique qui a à son actif la découverte de plusieurs centaines d'espèces de dinosaures. C'est un chercheur actuel, hein, c'est un chercheur récent, c'est un moderne. Lui n'appartient pas à l'époque du début de la seconde Renaissance. Et on a l'impression que cet homme-là, hein, qui chapeaute de nombreuses équipes, n'a qu'à se baisser pour trouver des dinosaures. Ce paléontologue de renommée mondiale est toujours prêt à aller explorer la prochaine colline ou à aller fouiller la prochaine dune. Dans son métier, découvrir une espèce disparue peut asseoir définitivement une carrière. Quand on connaît sa carrière, on se rend compte qu'il ne découvre finalement, à travers tous ces dinosaures, que des squelettes. Il est spécialisé vraiment avec ses équipes dans la découverte archéologique d'ossements et de fossiles. Wow, c'est super, Dave. Quel griffe énorme! En plus de 20 ans passés à sillonner le désert, Paul a découvert des dizaines de dinosaures et de crocodiles préhistoriques jusque-là inconnus. Mais Gobero a été l'une de ses trouvailles les plus stupéfiantes et les plus inattendues. Et puis, tout à coup, il décide lui aussi de faire le gros coup, la découverte du siècle qui fera entrer son nom dans l'histoire. Un peu la même recette utilisée par Howard Carter, avec le tombeau de Toutankhamon. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai fait ça. J'étais ici, à Gobero, en train de dégager un squelette, et c'est là que j'ai réalisé qu'il s'agissait de ma propre espèce. Les dents sont assez usées, mais pas tant que ça. C'est sans doute un jeune adulte. L'univers des dinosaures, c'est tout à fait autre chose. Les ossements que je mets d'habitude au jour sont gros et bizarres. Et plus ils sont bizarres, mieux c'est. Mais là, il s'agissait de mes congénères. Je plongeais mon regard dans celui de mes semblables. Ça m'a fait des frissons dans le dos. Et alors, ce chercheur invente dans le désert du Sahara 2 peuples inconnus, un site occupé, puis abandonné et occupé de nouveau, tout cela sur une période de plus de 10 000 ans, à une époque où le Sahara était prétendument un vaste domaine de savane et de forêt. À mesure qu'elle exhume des squelettes, l'équipe fait une constatation surprenante. Ces collines ne servaient pas de lieu de sépulture à une seule population. Elles abritent les ossements d'au moins 2 groupes humains différents. La datation au carbone 14 de plus de 70 squelettes indique qu'une première communauté s'est installée à Gobero il y a environ 10 000 ans, bien avant la construction des pyramides. Après avoir enseveli ses morts ici durant 1500 ans, cette population a disparu. 1000 ans plus tard, un second groupe est arrivé, lui aussi pré-égyptien. Il a vécu ici pendant 2500 ans. En se fossilisant,
les squelettes les plus anciens ont pris une teinte sombre. D'après leurs ossements, il s'agissait d'individus grands et forts. Leurs crânes sont longs et de forme ovale, avec d'énormes orbites. Les squelettes plus récents sont de couleur blanche. Les crânes sont plus hauts et plus étroits, avec des orbites plus petites, et les os sont plus délicats. Deux groupes humains différents ayant vécu à des milliers d'années d'écart, mais ensevelis au même endroit. C'était stupéfiant. Il y avait des squelettes ici et là, mais enterrés à 5000 ans d'intervalle. Des hommes avaient occupé cet endroit pendant 5000 ans, et tous étaient plus anciens que les momies égyptiennes. Ce site était spécial. Alors sur le site, à fleur de sable, des dizaines de squelettes dans des positions et dans un état de conservation incroyable. Une fois complètement exhumés, les squelettes soulèvent encore plus de questions. C'étaient des gens robustes, mais ils étaient complètement repliés dans leur sépulture. Les genoux presque à la hauteur des mâchoires et les pieds croisés. Le squelette de cet homme tient dans un tube de 25 cm de diamètre. Ce type d'inhumation était courant à Gobero, il y a 10 000 ans. Pourquoi était-il enterré de cette manière? Et le tout aurait pu disparaître au vent sous l'effet de l'érosion s'il avait été découvert seulement 2 ans plus tard. Hein, là, vous voyez bien, vous imaginez bien le suspense, le hasard, la chance qui est toujours à l'origine de ces grandes découvertes. Toute trace de cet univers aurait disparu à jamais, sans une découverte accidentelle faite par un chasseur de dinosaures. On a commencé ici et on a continué par là. Faire une découverte, ce n'est pas trouver une chose qu'on attendait. C'est superbement conservé, c'est évident. C'est trouver une chose qu'on n'aurait jamais imaginée. C'était moins 2 ou 3 ans de plus et tout ça aurait disparu. Et comprendre que c'est important. C'est ça l'essence de la découverte. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, c'est un journaliste présent, un photographe du National Geographic, qui tombe le premier sur un crâne. Je vous recommande de regarder ce documentaire que nous vous indiquerons dans le générique. Et vous verrez, là vous verrez vraiment, avec des yeux très clairs, toute la mystification qui se cache derrière cette étonnante découverte qui est considérée comme une des plus importantes découvertes de ces 20 dernières années. Vous remarquerez également qu'il n'y a pas d'habitation, pas de pierre, pas de muret, pas de fondation d'habitation, rien que des squelettes, forcément. Là, on a affaire à un spécialiste du fossile et de l'ossement. Lorsque l'archéologue a une formation d'architecte, vous verrez, étonnamment, il découvrira, lui, des habitations et on trouvera très peu de vestiges humains. Alors, puisqu'on est à parler de dinosaures, là, au mois de décembre 2016, il y a eu énormément d'informations à ce sujet. Par exemple, on a appris que Brad Pitt avait été obligé de rendre un squelette, un fossile de dinosaure. Vraiment, je crois que c'était une tête de tyrannosaure qu'il avait acheté en parfait état de conservation, qu'il avait acheté aux enchères. On a appris également, dans le même temps, qu'un squelette de dinosaure avait été adjugé à plus d'1 million d'euros. Vous avez toujours désiré agrémenter votre salon d'un squelette de dinosaure grandeur nature? C'est désormais possible. En effet, le spécimen d'allosaure que vous voyez ici, exposé à la gare des Brotteaux de Lyon, fera l'objet d'une vente aux enchères. Il aura toutefois du mal à entrer dans tous les salons, car outre ses 6 mètres de long et un poids de plusieurs tonnes, cet ancêtre du célèbre Tyrannosaure Rex serait estimé entre 800 000 et 1 million d'euros. Pour Eric Micheler, expert en histoire naturelle, cet allosaure est unique en son genre. Ce spécimen est particulièrement intéressant parce que vous avez un spécimen qui est complet. Plus l'animal est grand,
c'est pas toujours évident, bien sûr, de retrouver la totalité de ces os. Et dans le cas présent, vous avez un crâne qui est complet de mémoire à 90% et le squelette aux alentours des 70%. Donc tous les os sont quasiment d'origine. Des spécimens complets, en plus de cette taille, c'est excessivement difficile. Il y en a très peu à travers le monde. Par exemple, il n'y en a pas en Europe. Ce grand prédateur carnivore, vieux de plus de 135 millions d'années et qui a peuplé essentiellement l'Amérique du Nord, a été découvert sur un ranch de l'État du Wyoming aux États-Unis. Claude Agut, qui sera chargé de la mise en vente de l'allosaure, ne cache pas son émotion à l'idée de s'être vu confier, pour la première fois de sa carrière, un objet aussi rare et hors du commun. Je fais ce métier depuis pas mal de temps, 40 années. Et un commissaire-priseur vend de tout, je crois avoir vendu tout ce qui peut exister en biens mobiliers au monde, des tableaux, des meubles, des voitures, des bijoux, c'est sans fin, sans fin. Par contre, imaginez ma satisfaction que je peux avoir à vendre un objet qui a 100 millions d'années. C'est quelque chose de rarissime, un squelette complet d'un allosaure de 100 millions d'années. Je ne dis pas que je ne pouvais même pas imaginer que ça existait, mais pour moi, le jour où j'ai eu ça, j'ai dit je le vends et je m'arrête de travailler après. Bon, après j'essaierai de trouver mieux, parce que dans ce métier on a toujours envie de trouver des choses intéressantes, mais moi qui suis vraiment un ancien dans la profession, il n'y a que des choses comme ça maintenant qui m'intéressent. Et le plus rare des tableaux est encore moins rare qu'un objet, qu'un squelette comme ça. Alors que le profil du futur acheteur reste difficile à déterminer, le commissaire-priseur n'a aucun doute sur le fait que l'intérêt pour ce spécimen attirera bon nombre d'intéressés. C'est tellement étonnant que je pense que des tas d'entreprises, évidemment énormément de musées, des particuliers peuvent avoir envie d'avoir une chose qui est vraiment totalement unique. Un squelette comme ça de 100 millions, il n'y en a pas d'autres. On en connaît en France, il n'y en a pas. Donc je crois qu'on aura beaucoup plus de clients qu'on peut l'imaginer. La vente aux enchères de l'allosaure se tiendra en fin d'année. Son lieu n'a pas encore été défini. En attendant, vous pourrez admirer le squelette de l'allosaure à la gare de Lyon-Brotteaux lors des Journées du patrimoine le week-end des 17 et 18 septembre prochains, ainsi que le lundi 19. Il y a eu la découverte d'une queue d'un dinosaure à plumes prise dans de l'ambre. Alors ça, c'est une découverte assez extraordinaire. Là, on assiste encore à une surenchère, toujours quelque chose de plus précis, quelque chose d'inédit, et qui va dans le sens de la réalité des dinosaures. On a toujours, dans ce mois de décembre, découvert une piste de dinosaures sur une falaise haute de 300 mètres, où on trouve, c'en est même amusant, on va vous montrer cette photo, on trouve les traces de pas d'un dinosaure qui marchait sur le sol à l'époque, qui est devenu par l'effet, le phénomène de la tectonique des plaques, une falaise. Et alors vous avez donc encore une fois une découverte scientifique qui confirme l'existence des dinosaures, qui sont justement en ce moment extrêmement remis en question par les chercheurs de vérité. Top Secret, notamment, a diffusé un dossier complet qui remet vraiment en doute l'existence des dinosaures. Il faut savoir que les dinosaures sont apparus au XIXe siècle, après que leur existence ait été envisagée par les scientifiques défenseurs, évidemment, de la théorie d'évolution. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais trouvé d'ossements de dinosaures avant le XIXe siècle, avant que cette théorie de Darwin ne voit le jour? En réalité, les fossiles de dinosaures exposés, ça il faut le savoir, sont tous des faux. On dit que les véritables ossements sont gardés dans des salles, fermées et sécurisées, parce que ce sont des fossiles trop précieux et puis trop fragiles, et qu'on ne peut pas les laisser comme ça à la vue du public. Mais en réalité, comme personne n'a accès à ces chambres fortes, il est vraiment difficile, là encore, de confirmer l'authenticité de ces ossements. Et puis, il faut savoir que la découverte des espèces de dinosaures a été vraiment émaillée de très nombreux scandales. Exemple emblématique, le brontosaure, qui est l'un des dinosaures
le plus connu des gens de ma génération, l'un des plus grands dinosaures ayant existé. Ce mythe du brontosaure est un grand classique. Hein. C'est le dinosaure qu'on apprenait à l'école, dont on voyait les dessins sur les pages des livres scolaires. C'est le dinosaure emblématique également, le gentil dinosaure que l'on voit dans Jurassic Park. Bref, comme je vous le disais, le brontosaure a, pendant des décennies, été considéré comme le plus grand des dinosaures. Seul problème à tout ça, c'est que cette espèce n'a jamais existé. Elle a été inventée de toutes pièces, suite, paraît-il, à une erreur d'identification d'un squelette au cours du XIXe siècle. Le fossile appartenait, soi-disant, à un apatosaure qui fait, lui, bien partie des grands dinosaures, mais qui n'atteint pas les dimensions du brontosaure. Moi, j'imagine que là, ils se sont dit qu'ils étaient peut-être allés un peu trop loin, justement, avec le brontosaure. Hein. Imaginez le truc, 40 mètres de haut, une petite tête d'herbivore, un corps gigantesque monté sur des petites pattes de teckel. Bref, le brontosaure, c'est un peu Monsieur Patate du Jurassique. Pas étonnant finalement qu'ils aient rebroussé chemin, surtout devant la remise en question qui arrivait, qui grandissait de la part des chercheurs de vérité. Il y a un moment, il vaut mieux rebrousser chemin et revenir en arrière plutôt que de s'acharner et plutôt que de persévérer dans le mensonge, parce que devant l'évidence, ça ne peut plus passer. Donc, on va finir avec ces dinosaures, mais c'est vrai que le mois de décembre a été vraiment un mois où l'actualité des dinosaures a été très 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 chargée. Ce qu'il faut savoir, pour finir et terminer avec cette histoire, c'est que le plus grand gisement de dinosaures du monde se trouve en Chine. Et justement, curieusement, la plus grande fabrique d'ossements de faux dinosaures se trouve également en Chine et dans le même district que le lieu où se trouve ce gisement. Alors, là, vous êtes en train de voir des photos d'ouvriers en train de restaurer ces fossiles de dinosaures, et on peut vraiment, en regardant cette façon de travailler à la chaîne, si ces ouvriers, avec leurs masques et leurs blouses blanches, ne sont pas en train, en réalité, de les fabriquer de toutes pièces. Car, il faut bien le dire, les Chinois sont tout de même les rois de la contrefaçon. Et pas seulement en matière de dinosaures. En matière de dinosaures, c'est vrai qu'ils avaient en plus un petit temps d'avance sur tout le monde, puisque dans leur culture, on sait que le dragon a toujours eu une grande importance. En tout cas, dans le domaine de la contrefaçon, on voit qu'ils sont passés experts. Et juste pour vous en donner un petit témoignage, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui va vous montrer ce que les Chinois ont été capables de faire juste pour installer un studio de cinéma dans une province. 很多人都想去看，但是每个人不一定每个人都有这个条件，对吧？建窑这个东西，其实对他们国家来说，其实我们也是比较崇拜他们的，是吧？这座高20米、长80多米的狮身人面像是本月初才出现在影视基地里的。腐蚀掉鼻子的脸部、沟壑部，山寨版的狮身人面像与埃及的原版雕像相似度非常高，且高度和长度还超越了原版。因而，埃及文物管理部门向联合国教科文组织投诉长城影视基地侵权。对此，该企业负责人表示，
它其实呢，主要是一个框架结构啊，它里面呢主要是我们用来搭建，就是说一个场景，就是说一个拍摄的一个摄影棚。那边的话就是搭造了一个就是皇宫宫殿，这边的话就是一个书房，就用于电视剧拍摄，不像外界所说的可能那样，就是说光就是为游客游览所参观的一个东西。我们主要是电视剧拍摄为主的。长城影视方面表示，他们在建造山寨版狮身人面像之前，并没有与相关部门做任何的申请和沟通。那这点呢，我们当时呢，可能就是没想到啊，这点呢，可能是我们这边的一个失误。我们这边就是表示一个很歉意的一个态度。Les Chinois ont ainsi reproduit le sphinx à l'identique et avec les traces d'érosion, s'il vous plaît, et tout ça pour en faire simplement un studio de cinéma. Alors, il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas mis 20 ans pour le bâtir, ce sphinx. Ça leur a pris que quelques mois. Et entre parenthèses, je trouve que ce sphinx chinois est tout de même plus impressionnant et beaucoup plus ressemblant que certains rochers qui défrayent la chronique actuellement et qui sont en réalité des os à ronger pour les moutons récalcitrants. Justement, au niveau du sphinx, croyez-vous sérieusement qu'il aurait pu résister à 5000 ans d'histoire, comme le dit la version officielle, ou 10 ou 12 000 ans, comme le racontent les tenants de l'archéologie interdite? Je vous invite à regarder plutôt l'extrait de ce documentaire intitulé « Une vie après l'homme ». Trop imposantes pour être détruites aussi bien par l'homme que par la nature, les pyramides de Gizeh sont la seule des 7 merveilles du monde encore debout. De nombreux monuments anciens ont traversé les siècles uniquement grâce aux efforts déployés par les humains. Le Sphinx a été mis au jour et restauré pour la première fois en 1400 avant Jésus-Christ. Les experts qui l'ont étudié pensent que sans intervention humaine, le sel et l'érosion finiraient par le réduire en poussière au bout de 500 à 1000 ans. Regardez l'état des temples d'Angkor, datant du XVe siècle. Ils ont été dévorés par la végétation en quelques décennies de guerre. Pensez-vous vraiment que le Sphinx aurait pu résister durant 5000 ans? Autre petite anecdote qui vient renforcer ma théorie. Croyez-moi, j'y suis pour rien, j'ai payé personne pour ça, mais les nouvelles affluent en ce moment. Donc on a appris que les statues chinoises des soldats de l'empereur, vous savez, ces fameuses statues d'argile dont nous avons parlé dans un volet précédent, on a appris qu'on avait retrouvé de l'ADN européen sur le site. En Chine, de nouvelles découvertes ont été faites sur la célèbre armée de terre cuite. Ces milliers de statues de soldats n'auraient pas tout à fait l'origine qu'on leur pensait. En réalisant des fouilles, les archéologues ont découvert un fragment d'ADN de l'époque, mais d'origine européenne. Cette trouvaille suggère que les guerriers trouvés dans la tombe du premier empereur chinois Qin Shi Huang pourraient bien être liés à la Grèce antique. Les archéologues pensent en effet que les Chinois se seraient inspirés de la culture et de l'art grec, voire même qu'un sculpteur aurait formé sur place des artistes locaux. Les voyages entre l'Europe et la Chine pourraient donc remonter à bien plus tôt qu'on ne le pensait. Évidemment, on nous a dit que cet ADN était d'époque, évidemment, puisque les statues étaient enterrées. On les déterre, elles ont de l'ADN européen sur elles. Alors, si on trouve de l'ADN au niveau des statues, de l'ADN européen, il est forcément d'époque, de l'époque prétendue de ces statues dont nous avons déjà parlé. Pour justifier cette présence, on a commencé à dire que c'était un sculpteur grec qui avait formé les artistes chinois à l'époque, de façon à ce que ceux-ci puissent faire ces fameuses statues. Bon, enfin bref, on trouve toujours une explication. D'ailleurs, certains spécialistes ont repéré que les statues chinoises avaient utilisé une technique identique à celle des statues grecques. Bref, encore un détail, une anecdote qui va dans le sens de tout ce que je vous dis depuis quelque temps. Ces statues chinoises de l'armée de l'empereur sont-elles du même acabit
que les contrefaçons grecques et romaines appartenant en réalité à la première Renaissance? C'est toute la question. Maintenant, revenons à notre problématique de l'espace. On va parler de l'ISS en 2 secondes, puisqu'on est toujours dans l'idée de la contrefaçon dans laquelle les Chinois sont passés maîtres. Eh bien, il faut savoir que les Chinois sont en train de monter dans l'espace l'équivalent de la Station spatiale internationale. En tout cas, c'est leur projet. Une station internationale pour eux tout seuls. Alors, le chantier dans l'espace débutera en 2018. Et on se demande bien à quoi va bien pouvoir leur servir cette station spatiale, alors qu'au même moment, l'Amérique se désengage et que l'ISS sera abandonnée vers 2020. Je comprends à quel point il peut être difficile de concevoir et a fortiori d'accepter tout ce que je viens de vous dire. Nous avons tous ensemble en effet remis en question le passé de l'humanité en remettant en cause l'existence des Romains, des Grecs, des Égyptiens et de la préhistoire. Nous avons également évoqué l'absence de traces de combustible dans ces grottes. Aucune trace de torche allumée. Comment ces hommes préhistoriques ont-ils pu dessiner de tels chefs-d'œuvre, notamment la grotte de Lascaux, dans l'obscurité la plus totale, puisque on ne retrouve aucune trace de suie au plafond de ces grottes. On a parlé de la grotte d'Altamira, considérée comme fausse lors de sa découverte et pendant plusieurs années. L'homme préhistorique connaissait-il l'électricité? Idem pour les peintures au fond des tombeaux égyptiens ou encore au fond des temples. Alors, justement, on a dit que les Égyptiens connaissaient peut-être l'électricité. Moi, je veux bien, mais ne serait-il pas plus simple d'imaginer que toutes ces œuvres, ces peintures ont été réalisées à une époque beaucoup plus proche de nous, avec un éclairage au gaz, par exemple, au tout début du 19e siècle? C'est vrai que c'est difficile, ça va être très difficile de vous faire renoncer à l'Égypte. Je sais que beaucoup s'accrochent aux pyramides. Une grande partie de l'égyptologie au niveau artefact semble en réalité se résumer à la 18e dynastie. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? 18e dynastie, pour ne pas dire 18e siècle. Regardez l'obélisque de la Concorde. Apparemment, de toute évidence, c'est du béton du XVIIIe siècle. Vous ne trouvez pas contradictoire qu'une civilisation aussi avancée ne soit pas capable de dessiner autre chose que des profils? Pendant des milliers d'années, tout ça, sans rien changer, jamais? Est-ce pas plutôt un style que se sont imposés les faussaires du XVIIIe siècle pour créer un côté franchement exotique et différent de tout ce que les contemporains connaissaient avant? On s'est étonné aussi de découvrir que les Égyptiens anciens connaissaient le maître. Alors c'est un des éléments les plus marquants du documentaire La révélation des pyramides. Mais est-ce bien surprenant, au fond, si, comme je vous l'ai dit, les pyramides ont été construites dans ce présent cycle, entre la fin du XIe siècle et le XVIIe ou XVIIIe siècle, à une époque où le maître était évidemment déjà connu? Je veux aussi vous parler des trous que l'on voit aujourd'hui dans certaines pierres sur ces sites archéologiques. Alors on trouve des traces également de scies circulaires, des traces de foreuses. Le problème, c'est que ces sites ont été largement pollués pendant des décennies, voire pendant 2 siècles. La plupart des sites ont été restaurés, les pierres ont été déplacées. Alors, aussi impressionnant que soient ces trous de foreuses, ces traces de coupe
de si circulaires. On ne pourra jamais être sûr qu'ils n'ont pas été faits à l'époque moderne pour nous faire croire notamment aux extraterrestres ou autres civilisations super avancées. Il y a toujours une surenchère dans le domaine archéologique, une surenchère à laquelle on assiste aujourd'hui et qui est là pour nous captiver. Il en faut toujours plus. Ces traces qui apparaissent maintenant partout dans le monde, dans le plus grand silence de la science officielle, finalement qui se montrent complices. Mais ce qui m'étonne, c'est que personne n'ait jamais parlé de ces trous, ni de ces traces de coupe au XIXe siècle, ni même durant toute la première partie du XXe siècle. Personne ne les a jamais photographiés. Pour moi, l'explication est tout simplement que ces traces n'existaient pas et qu'elles sont des os à ronger pour les moutons récalcitrants que nous sommes. Le fait que certains symboles soient identiques à travers le monde ne signifie pas que ces civilisations anciennes ont connu une sorte de mondialisation. Cela vient tout simplement du fait que ce sont les mêmes hommes appartenant aux mêmes sociétés secrètes, partageant la même culture, le même secret, qui ont fabriqué ces vestiges ou maquillé ces vestiges pour nous donner des fausses pistes et nous conduire vers la même erreur, l'idée d'un ordre mondial qui aurait déjà existé par le passé. Il me semble que c'est une préparation à ce qu'ils veulent nous imposer demain. Autre énigme chère aux tenants de l'archéologie interdite, il s'agit de la quantité anormale de mica retrouvée sur certains sites en Amérique du Sud et notamment le site de Teotihuacan. Alors souvent on m'oppose cette présence de mercure, etc. Mais au final, qui a vérifié ces informations? Les gens veulent tellement croire, mais où sont les sources qui démontrent la réalité de cette quantité qui serait suffisante pour faire de ces sites et pour faire des sols qui entourent ces sites des isolants? Idem pour le mercure, découvert par l'archéologue responsable du site depuis 2009. Devons-nous croire sur parole un archéologue qui a découvert en quelques années des milliers d'objets sur un site qui avait été fouillé pendant des décennies? Et où sont les images de ce mercure? N'est-ce pas, là encore, un os à ronger pour les chercheurs de vérité que nous sommes, dans le cadre d'une industrie touristique qui repose justement sur la surenchère de mystères qui se superposent de façon toujours plus sensationnelle. Pour les vestiges gigantesques qu'on appelle cyclopéens et dont les pierres s'emboîtent un peu à la façon de Tetris ou de Lego, pour ma part, je pense qu'il s'agit tout simplement de pierres moulées. Cela explique les emboîtements parfaits et les bords de ces pierres qui sont souvent bombés. On me dit que ce n'est pas possible pour le granit à l'intérieur de la pyramide, le granit rose ou le granit noir à l'intérieur de la pyramide, et notamment la chambre du roi. Vous savez, le secret de la chambre du roi est essentiellement un secret de fabrication. C'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de pierres qui pèsent des centaines de tonnes et que l'on retrouve à travers tous ces vestiges. En réalité, la question est de savoir, c'est toujours la même question, si ces pierres proviennent de carrières situées à des centaines de kilomètres de là, ce qui me paraît incroyable, ou si elles ont été directement fabriquées sur place, ce qui paraît d'ailleurs tout aussi incroyable. Maintenant, posez-vous la question. Quel choix ferait une civilisation très en avance, disposant d'une technologie même tellement en avance que nous ne sommes même pas capables de reproduire ce qu'ils ont pu créer? Il me semble que la taille
et le transport des pierres relève d'une vision archaïque à la mesure de notre propre connaissance. C'est pourquoi j'opte pour l'autre méthode, celle de la fabrication, celle de la pierre moulée. C'est une méthode que nous ne sommes même pas encore capables d'imaginer, à la différence de l'autre. Ce secret, c'est, je pense, le secret ultime des gardiens du troupeau humain. On peut imaginer que le secret de ces pierres, c'est ce que les alchimistes, finalement, appellent la pierre philosophale. Vous savez, la civilisation commence lorsque l'on coule une chape. C'est sur ce socle, cette base, que l'on sent tout à coup la différence et la prise de pouvoir de l'homme sur la nature. C'est à partir de cette chape. C'est en raison de ce secret, de cette pierre philosophale, cette pierre moulée, qui leur confère la supériorité sur les autres hommes, qu'ils se sont notamment appelés les francs-maçons. Pour les maçons, les pyramides sont le chef-d'œuvre ultime de leur travail. C'est le témoignage de leur pouvoir sur toute l'humanité, de leur pouvoir sur tous les autres peuples de ce monde. On dit que l'alchimie est une science millénaire qui remonte au moins aux Égyptiens. En réalité, cette science n'est pas plus vieille que 900 ans. Elle aussi est directement liée aux gardiens du troupeau humain, responsables de ce cycle de 1000 ans. Cela explique d'ailleurs pourquoi le langage des oiseaux nous révèle la chose suivante. L'alchimie, ou alchimie, est l'anagramme de Michael, l'archange gardien des secrets. Nous ne pouvons pas passer à côté d'une chose aussi simple que la campagne napoléonienne en Égypte. N'oublions pas que nous sommes là au moment de l'apogée de cette seconde renaissance. C'est son triomphe. C'est tout l'esprit des Lumières qui a amené la France à cette révolution qui va changer tous les paradigmes du monde. Ce n'est donc pas un hasard si Napoléon se retrouve en Égypte durant une période prolongée et accompagné de 300 mathématiciens, architectes et artistes. C'est le moment pour eux de parachever leur chef-d'œuvre qui trône en plein désert égyptien, en agrémentant de temples, de peintures et de toutes sortes de vestiges que l'on découvrira plus tard. C'est la clé de voûte et le symbole principal de leur domination sur le monde, la pyramide avec l'œil. Ainsi, la technologie de la pierre moulée, cette pierre philosophale, fonctionne forcément aussi avec le granit rose que l'on retrouve un peu partout en Égypte, et également avec la diorite, ces fameuses vases notamment de diorite qu'on ne saurait reproduire aujourd'hui encore et qui de toute évidence ont été façonnés sur des tours de potier comme tout un chacun peut travailler aujourd'hui avec de l'argile. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'Égypte qui a inventé l'alchimie avec la pierre philosophale, le secret de la construction des pyramides, mais ce sont ces sociétés secrètes qui ont inventé et fini de parachever ce qui allait devenir l'Égypte antique. Est-ce un hasard si la société secrète la plus connue a pour nom franc-maçon? Quelle drôle d'idée! Et pourquoi appeler leur divinité suprême justement le grand architecte, si ce n'est justement parce que c'est là que réside le plus important de leur secret, dans l'architecture dont ils sont passés maîtres pour mieux nous berner avec leurs cathédrales, mais aussi avec les sites mégalithiques et les pyramides. Ce sont tous ces vestiges encore qui brouillent les pistes, qui nous donnent des os à ronger. Il y a également l'Atlantide pour l'Europe et la côte est des États-Unis. Il y a Mu pour le Pacifique et le Japon.
Finalement, tous les chercheurs de vérité ont leur os à ronger. On remarquera une chose au sujet du passé, et notamment ce qui a longtemps été cher aux chercheurs de vérité, qui sentent au plus profond d'eux-mêmes, confusément, que quelque chose ne tourne pas rond dans la réalité telle qu'on nous la présente. L'Atlantide émue, ces deux continents présumés disparus que les gardiens du troupeau ont agités sous nos yeux pour mieux nous faire croire qu'on nous cachait quelque chose au niveau d'un passé extraordinaire. Finalement, ces vestiges, ces artefacts, ces anachronismes, ne sont-ils pas là pour nous détourner d'une vérité encore plus folle, encore plus fantastique, à savoir que notre histoire ne remonte pas plus loin que 900 ou 950 ans, et que nous sommes non seulement enfermés dans l'espace, avec une atmosphère qui serait une sorte d'écran holographique, avec une ceinture de Van Allen qui serait une frontière infranchissable, donc que nous sommes non seulement enfermés dans l'espace, mais aussi dans le temps, dans une boucle spatio-temporelle.